De retour en plateau pour débattre aujourd'hui, nous accueillons Edmond Ndri Apia, directeur de la valorisation des produits au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Clément Boablé-Tapé, directeur de Cotravi, unité de production de la marque Médivoire, et Dr Catherine Ebadjedji, chercheuse au CNRA, spécialiste de la transformation et de la conservation des produits agricoles. Bonsoir à tous, merci d'être là. Alors, première question, quel est le sort de ces dames qui travaillent manuellement lorsqu'on sait qu'on a envie de passer à une industrialisation? Comment seront-elles recyclées? Comment les inclure? C'est quoi le processus? Alors, les dames, il faut les recycler, il faut les former. Il faut les former à l'utilisation de technologies qui leur permettent d'aller un peu plus vite, c'est-à-dire que ces femmes-là, organisées, formées, elles vont commencer à peser, à quantifier leur production, de sorte qu'elles arrivent à produire de la tchéké de qualité. Oui. Donc, quand le CNRA va sur le terrain, on les forme, on transfère des technologies. De capacité. Un renforcement de capacité. Alors est-ce qu'aujourd'hui, vous connaissez des coopératives qui ont acquis ce matériel? Qui ont acquis au moins des machines. Elles ont quand même des broyeurs. Elles ont des broyeurs ou bien alors elles ont... Ou mécaniques. Mécaniques. Elles sous-traitent chez des particuliers qui ont des broyeurs. Oui. Vous voulez réagir? Oui, c'est pour cette raison que nous disons que la réussite dans ce secteur, c'est d'abord la structuration du secteur. Donc, il faut organiser, il faut que les femmes, par exemple, s'organisent entre elles. Plus elles sont organisées, plus les moyens se mettent ensemble et elles ont plus de moyens pour pouvoir acquérir certains équipements. Voilà. Oui. Parce que tout seul, une personne ne peut pas acquérir les équipements. Donc, à plusieurs, en association, elles peuvent acquérir ces équipements. Alors, M. Tapé, est-ce que vous avez aujourd'hui des femmes déjà dans votre processus de transformation? Oui, effectivement, pour notre approvisionnement en attiqué frais, on a des femmes avec qui on travaille depuis 5 ans, à qui nous avons fait des formations primaires pour pouvoir avoir la notion du poids des mesures. Est-ce que ça vous intéresse, vous, quand vous allez gagner beaucoup plus d'argent ou alors attirer des financements, de mettre en place des machines pour intégrer ces femmes-là dans ce processus de transformation? Pourquoi pas? Justement, c'est sur cela que je voulais revenir tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure comment moderniser ces femmes. Vous savez, on est en business. En business, c'est le marché, c'est le gain qu'on tire qui entraîne les investissements. Si aujourd'hui, au niveau de la tchéké, tout le monde reconnaît qu'il est connu dans le monde, mais cette appellation n'est pas encore la propriété de la Côte d'Ivoire. On a souvent une concurrence déloyale. Donc, si on fait une appellation contrôlée d'origine... Alors, on a appris que la Chine même produit un peu d'attiqué. Ensuite, on ne sait pas si c'est vrai. Ensuite, vous confirmez? Oui, comme l'IDT existe, la Côte d'Ivoire met en place ce qu'on appelle la labellisation, la normalisation, pour dire... Désormais, la tchéké qui sort de notre pays, il s'appelle la tchéké, voici les noms, voici les caractéristiques. Et qu'il faut qu'il soit commercialisé dans un milieu formel. Oui. À partir de là, on va réduire les sorties d'attiqué traditionnelles pour créer le marché en Europe pour pouvoir exporter. Alors finalement, le monde entier est inondé d'autres attiqués. On a un nom, mais on n'est pas compétitif. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ce n'est pas mieux de se concentrer, ou le faire en même temps, sur le renforcement de notre productivité? Vous voulez réagir, docteur? Oui, je voudrais réagir parce que la plupart des attiqués qui sont produits en Côte d'Ivoire sont faits par les femmes. Nos unités, je peux dire tout au plus, sur le territoire national, le nombre d'unités qui fonctionnent plus ou moins, il y en a une trentaine d'unités. Toutes les unités ne sont pas opérationnelles. Il y en a qui sont opérationnelles, bon, pour diverses raisons. Alors, la quantité d'attiqué produite par les femmes, là, représente, c'est la plus grosse part. Oui. Et donc, elles doivent être formées. Oui, mais en même temps, ces machines sont chères. Est-ce qu'il y a un plan d'accompagnement? On a parlé de 1,6 milliard de l'État de Côte d'Ivoire jusqu'à 2020. Est-ce que ça fait partie de ce projet-là? Le monsieur, il a mis 250 millions de francs CFA pour ces machines. C'est beaucoup. Qu'est-ce que l'État fait et qu'est-ce que l'État peut faire? Oui, ce que l'État peut faire... Concrètement. Oui, concrètement. D'abord, il faut mettre l'accent sur la recherche agricole.
pour avoir des variétés. Avec le CNRA. Voilà, des variétés à haut rendement. Et aujourd'hui, le CNRA est en train de faire ce travail qui va se poursuivre. Parce qu'il faut que, lorsque nous sommes en industrialisation, il faut la disponibilité de la matière première. Il faut que la matière première soit disponible. Parce qu'il ne faudrait pas qu'au moment où les gens ont besoin de manioc pour faire de la tchéké, on ne trouve plus de manioc. Donc il faut augmenter les rendements. Bon. Et ensuite, on a dit qu'il faut restructurer le milieu. Il faut que les gens soient beaucoup mieux organisés. Et puis ensuite, il faut apporter un peu plus des appuis pour permettre à certains groupements d'acquérir certains équipements. Est-ce que vous pensez que l'industrialisation, la transformation, c'est la clé pour attaquer le marché international? Effectivement. Oui, allez-y. Je pense que l'industrialisation est la clé, mais je précise, je dis, il faut d'abord créer un cadre légal. Il faut protéger la tchéké, il faut lui donner une couleur ivoirienne avec des normes. Comme on le dit souvent pour les produits européens qui viennent, il faut normaliser. Ensuite, il faut que l'État fasse la promotion, comme les Marocains, les Maghrébins l'ont fait pour leur couscous. Parce que l'industriel ivoirien n'a pas les moyens de faire la promotion de la tchéké en France. Donc, il faut créer le marché. Dès que le marché de l'export est créé, vous allez voir que les investisseurs vont directement y aller. On investit là où on peut tirer des profits. Oui, alors, quand on veut financer une femme à Nomambo à 50 millions pour avoir des machines, on lui demandera, tu vends combien par jour? Je vends pour 50 000. On a dit, mais madame, on ne peut pas te donner. Mais si elle a un marché, si elle travaille avec une structure industrielle qui a des marchés et on lui prend pour 1 million par jour, mais cette structure, pour pouvoir labelliser son attiqué, est obligée de la soutenir avec sa banque pour installer une chaîne moderne et puis partir. Donc l'industrialisation, pour la mettre en place, il faut d'abord créer un cadre légal. L'appellation contrôlée de l'attiqué, les attiqués qui sortent doivent plus sortir comme des boules. Il faut lui donner une valeur ajoutée. Alors là, on a fait le tour de la question de l'attiqué, mais il n'y a pas que l'attiqué que permet de produire le manioc. Et là, je vous propose, comme nous le faisons à chaque émission, de prendre la direction d'un autre pays africain. Cette semaine, nous partons au Kenya à la découverte d'une jeune entrepreneuse de 28 ans, Elisabeth Gibeke. Elle a créé en 2015 Mogo Foods, une marque de farine de manioc. Son chiffre d'affaires, 32 millions de francs CFA. Ce n'est pas assez pour assurer la pérennité de l'entreprise. Alors Elisabeth se bat pour trouver de nouveaux fournisseurs, de nouveaux clients et de nouveaux investisseurs. Elisabeth Gibeke ou le pari de la farine de manioc, c'est un reportage de Marie de Marc Kouo et Oscar Noël Sangan. Nairobi, capitale du Kenya, un lundi matin. Dans ce petit supermarché, les clients attendent depuis plusieurs jours le retour d'un produit qui s'écoule à une 50aine d'exemplaires par mois. Ce produit, le voici. À l'intérieur de ce sac en papier, 24 paquets de farine de manioc. Voilà, il y en a une pour vous et une pour moi. Donc celle-là, c'est la mienne, c'est ça? 24 paquets de 1 kg, un lot de farine de la marque Mogo Foods, facturé près de 15 000 francs CFA à cette enseigne. À l'origine de cette transaction, une jeune entrepreneuse de 28 ans, Elisabeth Gibeke, créatrice de la marque. Bonjour, ça va? Vous avez reçu la farine? Ok, est-ce qu'on peut aller vérifier l'emplacement en rayon? Depuis 2 ans, cette Kenyane produit et commercialise la farine de manioc dans 3 magasins de cette enseigne à Nairobi. Ce matin, elle est venue en personne pour superviser les rayons. Je lui demande de bien mettre les paquets en haut de l'étagère plutôt qu'en bas pour avoir une meilleure visibilité. Et il faut aussi qu'on se positionne près des farines les plus vendues. Mais surtout, Elisabeth est venue rencontrer le responsable du supermarché. Bonjour, je suis Elisabeth. C'est vous qui faites la farine de manioc? Je suis ravi de vous rencontrer. Elle va lui annoncer un changement d'étiquette. Excuse-moi, il y a un prix qui va changer sur la farine de manioc. Est-ce que tu peux le modifier et imprimer l'étiquette, s'il te plaît? La jeune femme d'affaires est parvenue à diminuer ses coûts de production. Alors,
elle répercute la baisse sur le prix de ses produits en magasin. Une réduction de 40% qu'elle prend en charge pour essayer de vendre plus de farine de manioc. Avant, on travaillait avec une entreprise de livraison. Mais maintenant, on le fait nous-mêmes, donc ça coûte moins cher. Et c'est comme ça qu'on a pu passer de 900 à 750 francs le paquet. Le magasin ne perd pas un centime dans cette opération. Une aubaine pour le responsable qui, afin d'encourager Elisabeth, lui donne quelques conseils. Vous devriez écrire sur le paquet qu'on peut faire des pancakes pour donner envie aux gens. Oui, et merci pour votre soutien. Vous étiez l'un de nos premiers clients. Oui, je m'en souviens. Ce que vous devez faire maintenant, c'est améliorer la mise en avant du produit. Un peu plus de marketing et je suis sûr que vous pourrez tripler vos ventes en un an. Des prévisions qui font rêver Elisabeth. Car son chiffre d'affaires annuel, 32 millions de francs CFA, ne suffit pas encore à assurer la pérennité de Mogo Foods. Si on arrive à écouler 5 tonnes par jour, ce qui représente environ 150 tonnes par mois, là, on atteindra notre niveau de sécurité. Elisabeth voit grand, mais pour l'instant, la jeune femme ne produit en tout que 5 tonnes de farine de manioc chaque mois, et non chaque jour. Mais si cet objectif de croissance lui paraît accessible, c'est qu'après 18 mois d'existence seulement, la farine de manioc d'Elisabeth est déjà distribuée dans plus de 250 magasins au Kenya. Bonjour, ça va? De la petite boutique de son quartier aux grands centres commerciaux qui fleurissent partout en ville, en passant par des enseignes internationales comme le géant Carrefour ou encore la chaîne locale Food Plus qui possède 15 magasins au Kenya. Si la farine d'Elisabeth séduit, c'est parce qu'elle possède aussi des atouts de taille. À l'heure actuelle, il n'existe pas d'autres exemples de farine de manioc transformée et commercialisée à cette échelle au Kenya. Autre argument de vente, la farine de manioc, très peu calorique, est produite naturellement sans gluten, contrairement à la farine de blé qui peut provoquer des allergies. De quoi séduire les consommateurs attentifs à leur régime alimentaire. Même pour développer son activité et accroître son emprise sur le marché, la jeune businesswoman a besoin de financements importants. Elle doit renforcer sa trésorerie et améliorer sa productivité. Son objectif cette année, récolter 160 millions de francs CFA. Pour multiplier par 2, voire 3 sa production de farine de manioc, elle traque sans relâche les investisseurs et part à la recherche de nouveaux fournisseurs de manioc. Ce matin, Elisabeth porte sa casquette de directrice des ressources humaines. Son objectif du jour, réussir à recruter plus de 500 agriculteurs pour augmenter de 25% le nombre de ses fournisseurs. C'est le nerf de la guerre, l'approvisionnement en matières premières, afin de répondre à la demande. Pour convaincre les agriculteurs de travailler avec elle, la jeune femme a rendez-vous dans une plantation de manioc située dans le comté d'Embu, à 2 heures de Nairobi. On travaille déjà avec 2000 petits producteurs et on veut augmenter ce nombre pour atteindre 5000 d'ici la fin de l'année. On reçoit de plus en plus de commandes, alors si ces fermiers du comté d'Embu ont assez de manioc, ça nous permettra de répondre à la demande dans les prochains mois. L'année dernière, on avait besoin de 5 à 5 tonnes et demie de manioc par mois, mais désormais, il va nous falloir au moins 8 tonnes chaque mois. Si elle tient tant à s'associer à ses producteurs, c'est parce que leur plantation ne se trouve qu'à 130 km de la capitale. C'est 3 fois moins loin que ceux avec qui elle travaille déjà dans la région de Busia. Un gain de temps, mais aussi de budget dans le transport vers Nairobi. Bonjour, comment allez-vous? Je suis Elisabeth. Bonjour mademoiselle. Alors, je m'appelle Elisabeth et je travaille pour une entreprise qui s'appelle Mogo Foods. Et Mogo Foods transforme le manioc en farine. Une présentation et un discours rodé qu'elle peaufine depuis bientôt 3 ans. Pour atteindre sa cible,
Elisabeth ne perd pas de temps et aborde directement l'argument économique. Nous payons les fermiers 2600 francs par jour pour du manioc déjà épluché, plus 500 francs quand nous ne fournissons pas le repas. Donc globalement, comptez 2600 francs par jour. Imaginez que vous travaillez 20 jours dans le mois, ça fait quand même pas mal d'argent. 2600 francs pour une journée de travail. Un tarif identique aux autres employeurs. Les questions des planteurs pleuvent, mais Elisabeth n'est jamais à court de rhétorique. Par contre, je vous préviens, il va falloir nous assurer le marché. Alors c'est simple, c'est Mogo Foods le marché. Et c'est nous qui nous chargeons d'écouler le produit fini. Donc, tant que vous nous fournissez, tant que vous avez du manioc à nous donner, le marché sera toujours là. En moins de 30 minutes, la jeune patronne de Mogo Foods a proposé des contrats d'un an. Une offre inespérée pour des fermiers qui vivent d'ordinaire, au jour le jour. Si on gagne un salaire fixe avec le manioc, on va pouvoir faire des projets, des agrandissements, acheter plus de terre et planter plus de manioc pour gagner encore plus d'argent, améliorer notre niveau d'éducation, ce genre de choses. Avant de repartir, Elisabeth se donne une dernière mission. Visiter le champ le plus proche pour contrôler la qualité du manioc. Mais pour cette étape, il faudra repasser. Les plants de manioc ne sont pas encore arrivés à maturité. Oula, ils doivent être plus gros que ça normalement. Oui, mais là, il est encore petit. Ils vont pousser, hein. C'est une très bonne variété, vous savez. Alors, Elisabeth, il est comment ce pied de manioc ? En fait, on ne peut pas savoir tant qu'on ne l'a pas séché et testé. Et après, on a des spécialistes qui vérifient que c'est la bonne variété. Si Elisabeth tient tant à acheter davantage de manioc, c'est pour produire plus, vendre plus et continuer à diminuer ses tarifs grâce aux économies d'échelle. Car aujourd'hui, la production de farine de manioc au Kenya coûte plus cher que l'importation de farine de blé, majoritairement utilisée sur le continent africain. Le prix d'un paquet de farine de blé est d'environ 450 francs et ma farine coûte plus de 600 francs le kilo. Donc vous voyez, c'est un peu plus cher que la farine de blé, mais comme on est en train de réduire nos coûts de production, on va pouvoir aussi réduire le coût du produit. Développer son activité est devenu l'obsession d'Elisabeth. Mais pour l'instant, ses moyens de production sont encore très artisanaux. C'est dans cette petite rue discrète qu'est née l'aventure Mogo Foods en 2015. Grâce à ses 3 employés permanents et une dizaine de renforts quand c'est nécessaire, Elisabeth produit et emballe plus de 5 tonnes de farine de manioc chaque mois, avec du matériel de production très ancien. Cette machine, je pense que c'était une machine anglaise. Elle a été achetée en 1990 ou 91. Je vous en parlais hier, elle a au moins 25 ans, elle est presque aussi vieille que moi. Pour 100 kg de manioc, c'est 30 minutes de broyage. Vous allez voir, c'est vraiment rapide. Mais la vie d'une jeune entrepreneuse est souvent faite d'imprévus. Ce matin, la broyeuse refuse de démarrer. Et ce n'est pas à cause de son âge avancé. On a une baisse de tension. Normalement, la machine fonctionne avec du courant triphasé. Donc là, ce n'est pas assez puissant. Vous voyez, il n'y a que la lumière qui est allumée. Et voilà la coupable, la météo. Pendant la saison des pluies, ce genre de coupure arrive régulièrement. Un coup dur pour la productivité d'Elisabeth. Ouais, ça arrive. Le courant va revenir, mais on ne sait pas quand. Du coup, on est bloqué. On ne peut rien faire, sauf si on a déjà de la farine moulue. Dans ce cas, on peut emballer les paquets. Sinon, c'est vraiment une journée de perdue. Heureusement, ce jour-là, il y a bien quelques paquets de farine de manioc à préparer, notamment pour l'exportation. Elisabeth vend 10% de sa production à l'étranger, soit 1,5 tonne de farine chaque année qu'elle exporte dans 8 pays différents sur les 5 continents.
On espère qu'avant la fin de l'année, ce chiffre va passer de 10 à 40 ou même 50%. Parce que l'export, c'est vraiment un très très gros marché pour nous. Actuellement, notre plus grosse difficulté, c'est le prix du transport aérien. Parce que quand quelqu'un commande 100 ou 200 kilos, on est obligé de passer par l'avion, car c'est de trop petites quantités pour un envoi en bateau. Donc, on doit absolument augmenter nos exportations et trouver des distributeurs dans chaque pays. Ça nous aiderait vraiment à réaliser des économies d'échelle et baisser les prix pour nos clients. Multiplier les exportations par 4 en moins de 9 mois, Elisabeth a de l'ambition. Et pour l'aider à atteindre ses objectifs, ces machines, à 20 millions de francs CFA chacune, lui sont prêtées gratuitement par ses tout premiers admirateurs, ses parents. Car dans la famille, on fait de la farine depuis 3 décennies. Pourtant, Elisabeth embrasse d'abord une carrière de développeur informatique pendant 5 ans avant de se lancer, rattrapée par son héritage familial. On l'a encouragée, oui, bien sûr, parce qu'elle était très inspirée. Alors, on lui a dit de continuer. Vous savez, ici au Kenya, on a besoin d'entrepreneurs pour valoriser nos produits agricoles. Depuis la création de Mogofood, la maman d'Elisabeth n'utilise plus que la farine de sa fille en cuisine. La jeune femme a passé des mois à broyer des centaines de kilos de manioc jusqu'à ce qu'elle trouve la bonne formule grâce à l'aide de ses parents. S'ils n'avaient pas eu ce savoir-faire, je n'aurais pas pu y arriver, parce que déjà, je n'aurais jamais eu l'idée de moudre de la farine. Mes parents ont toujours payé notre scolarité et construit leur maison grâce à l'argent de l'usine. J'ai grandi en les voyant faire du business presque toute ma vie, et donc j'ai acquis le savoir-faire et les compétences avant même de me lancer dans le business. C'était plus facile pour moi, et aujourd'hui, j'ai repris le flambeau. Et quand vient l'heure de goûter les pancakes au manioc, c'est au tour du papa de jouer les mentors. Le conseil que je lui donne, parce qu'on parle beaucoup de l'entreprise, c'est d'essayer de trouver des investisseurs et des grands distributeurs pour écouler ses produits en masse. Trouver plus de débouchés et de nouveaux financements. Elisabeth a bien retenu la leçon, car malgré l'aide de ses parents, la jeune femme ne parvient toujours pas à se rémunérer 2 ans après la création de Mogofoods. Alors, Elisabeth est sans cesse sur le pont pour se faire connaître auprès des investisseurs. Aujourd'hui, elle se rend à un forum dédié aux jeunes entrepreneurs. Son dossier a été repéré par plusieurs entreprises qui souhaitent la rencontrer. Et la jeune femme a une idée très précise derrière la tête. On a besoin de 160 millions de francs pour embaucher des gens, assurer notre fonds de roulement et financer un nouveau produit, les chips de manioc. Cette dame qui travaille pour le fonds d'investissement américain Roots Capital, qui finance des projets à hauteur de plusieurs millions de dollars, l'entreprise d'Elisabeth lui plaît beaucoup. Mais les résultats de la jeune femme sont encore trop faibles. Mogofoods ne remplit pas encore les critères nécessaires pour obtenir un prêt, malgré la détermination d'Elisabeth à convaincre les investisseurs. Alors, nous avons une moyenne de 32 millions de francs. C'est ce que nous avons gagné l'année dernière. Et vous cherchez quelqu'un qui gagne 80 millions de francs. Mais si on regarde le potentiel de Mogofoods et toutes les commandes qui sont en train de tomber de la part des Nations Unies ou de ce magasin en Suède, je suis sûre que d'ici la fin de l'année, on se rapproche des 80 millions. Ok, bon, honnêtement, pour cette année, je pense que ça va être un peu compliqué quand même. Mais vous savez ce qu'on a l'habitude de faire? On recommande les entrepreneurs qu'on ne peut pas aider tout de suite, mais qui ont du potentiel à nos partenaires. Ils travaillent avec vous sur des plus petits budgets jusqu'à ce que vous soyez assez grande pour collaborer avec nous. Je pense que c'est intéressant pour vous. Des conseils et des pistes de travail qui portent très vite leurs fruits. Depuis cette rencontre, Elisabeth a enchaîné plusieurs rendez-vous avec d'autres investisseurs et déjà récolté plusieurs milliers de dollars.
Et pour continuer à faire connaître sa marque, Elisabeth ajoute une dernière corde à son arc. Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue. Dans un monde ultra connecté où la tendance est de prendre en photo tout ce que l'on mange pour le poster sur les réseaux sociaux, la jeune entrepreneuse va s'associer à Shirou Macharia, une blogueuse spécialiste des recettes diététiques. Sur Facebook, j'ai 42 000 abonnés. Mais sur Instagram, on n'est pas très actif. On doit avoir 10 abonnés, quelque chose comme ça. Et je ne sais vraiment pas comment augmenter la fréquentation de cette page Instagram. C'est pour ça qu'on est là. Effectivement, cette maman de 2 enfants qui travaille dans le domaine des énergies renouvelables sait y faire. Shirou et ses recettes ont déjà plus de 1300 abonnés sur Instagram. Avant même de proposer un partenariat à Elisabeth, elle avait déjà commencé à vendre les mérites de Mogo Foods. C'est la seule marque de farine au manioc que j'utilise. Donc quand les followers me demandent, je leur réponds. Mais maintenant que nous allons être partenaires, je vais volontairement mettre le nom de la marque partout dans mes recettes. Car désormais, Shirou sera rémunérée par Elisabeth. Le montant de leur accord est gardé secret. Ce qui est certain, les 2 femmes semblent y trouver leur compte. Elle va être ma responsable du marketing en ligne. Donc, évidemment, ce travail sera rémunéré. On va mettre en place une grille de paiement, sans doute en fonction du nombre de vues. C'est une très bonne opportunité pour nous parce que les abonnés vont découvrir des recettes et en même temps recevoir l'avis d'une personne engagée dans la promotion des produits sans gluten et bons pour la santé. Et pour donner un avant-goût à cette collaboration, Shirou a préparé des muffins à la banane et au chocolat, confectionnés bien sûr avec la farine de manioc d'Elisabeth. Ça sent tellement bon. L'occasion de réaliser le premier post Instagram. Et en attendant la réaction des réseaux sociaux, il y a chez Shirou un petit public prêt à déguster les préparations culinaires dès leur sortie du four. Des enfants qui ne font pas la différence entre la farine de blé et la farine de manioc. Autant de futurs consommateurs pour assurer l'avenir de Mogo Foods au Kenya. De retour sur ce plateau. Alors, tout de suite, j'ai envie de vous poser la question, Dr Djidji. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce reportage? Alors, ce qui m'a marqué, c'est le dynamisme de cette dame qui est à la recherche de la clientèle. Elle cherche à faire de la promotion. Elle est très active. Ce film résume les difficultés que rencontrent les entrepreneurs privés. Ah, j'imagine, oui. Vous voyez, elle a un marché, elle veut l'agrandir, elle va devant des investisseurs, on dit non, tu es encore petit. Or, si on ne l'aide pas, elle ne peut pas grandir. Le marché existe, mais ils ont des critères de financement. Voilà la difficulté. Alors, la farine, est-ce qu'on en a ici produite de cette façon-là, M. Tapé? Vous en connaissez? Oui, on en connaît. On a produit aussi pour des clients que nous avons en Australie. Les Anglais appellent ça cassava flour. Oui, c'est un business qui marche. Oui, c'est un business qui marche. Vous savez, après la Côte d'Ivoire, le manioc, en partant du Ghana jusqu'au Cameroun, Nigeria, tout, il est plus consommé sous la forme farine et gari. Alors, la farine a du potentiel. Est-ce qu'on peut se poser la question aussi de savoir quel autre type de transformation du manioc on pourrait avoir? Alors ici, on a déjà le placali qui prend le placali. Le placali, et la pâte. C'est à partir d'une pâte ou à partir d'une farine? Comment ça? Le placali, c'est à partir de la pâte, oui, de la pulpe de manioc. Les ventes de placali augmentent au niveau national. La consommation augmente. Donc ça veut dire qu'il y a un marché. La pâte qui est vendue pour les transformateurs, la pâte pressée de manioc qui est vendue à l'extérieur dans les pays limitrophes pour la transformation. Ça a également un potentiel. Ouais. Il y a des peuples qui ne mangent que de la farine sous forme de congondé, ce qu'on appelle le congondé, le manioc séché, mais on le transforme en farine. Il y a plusieurs façons d'utiliser le manioc. Vous voulez réagir? Sur le plan industrialisation,
il y a la fabrication de la bière qui est beaucoup plus économique. Aujourd'hui, il y a des investisseurs qui veulent utiliser, disons, le manioc pour la fabrication de la bière. Ça se fait déjà dans certains pays, en Afrique australe. Et donc, déjà même, ils ont rencontré le ministre de l'Agriculture, il veut s'implanter en Côte d'Ivoire. Donc, pour le faire, il faut avoir des quantités. Alors, donc, finalement, tout est bon dans le manioc. Tout est bon dans le manioc. Oui, oui. J'ai envie de poser la question à l'homme d'affaires. Quand on parle de manioc, quels autres types de transformation du manioc fonctionnent chez vous? Bon, disons que le manioc, quand on le prend, il y a plusieurs types. À partir de la pâte, on peut faire de la tchéké, on peut faire de la farine de placali, on peut même faire de la toubou. On peut sortir l'amidon pour faire de l'amidon, soit alimentaire ou bien pour les pressings. On peut faire tout. Tout dépend du marché. Dès qu'on a un marché, on s'adapte technologiquement pour pouvoir le faire. Alors, on va conclure. Dans quelques années, donc en 2020, 8 millions de tonnes, c'est possible, vous y croyez? Oui, nous y croyons parce que la production en Côte d'Ivoire du manioc, elle est toujours en croissance. Donc, voilà. Eh bien, rendez-vous en 2020. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le jeudi 5 avril pour un nouveau numéro de Made in Africa. Et vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci aux équipes de production d'Éléphant Africa. Merci aux équipes de la RTI pour la réalisation. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur RTI 1.